L'adolescence, pour beaucoup d'adultes, ça ressemble souvent à un véritable parcours du combattant. Et c'est normal d'être inquiet. Mais dans ce décryptage, on va prendre un peu de recul. L'idée, c'est de déconstruire certains mythes qui ont la vie dure et surtout d'apaiser toutes ces inquiétudes pas toujours utiles pour mieux accompagner nos jeunes. Pendant très longtemps, notre société et même les médecins ont eu tendance à systématiquement pathologiser les comportements des ados. En gros, on partait du principe qu'ils étaient juste inconscients, irrationnels ou carrément en danger à cause de leurs choix impulsifs. Que ce soit la recherche de vitesse, les changements radicaux de look, les défis un peu fous, on voyait ça uniquement comme un problème à régler. Mais en fait, et si l'erreur venait tout simplement de notre propre regard d'adulte ? C'est ce que les recherches récentes nous montrent. On est vraiment face à une grande question. Ces fameuses conduites à risque, c'est une pathologie ou c'est carrément une nécessité pour leur développement ? Il y a le sociologue David Le Breton qui résume ça d'une façon assez percutante. Il dit « Le risque est une matière première pour se construire ». C'est fort, parce que ça renverse complètement notre vision des choses. L'expérimentation, ce n'est pas juste un ado qui fait n'importe quoi, c'est un outil. À cet âge-là, ils ont un besoin vital de s'émanciper, de créer leur propre identité, loin de leurs parents. Et comme on vit dans un monde où les rites de passage traditionnels ont un peu disparu, eh bien, le risque devient un genre de rite de passage fait maison. C'est littéralement la matière première qu'ils utilisent pour sculpter qui ils sont, exister à part entière et tester leurs propres limites. Et d'ailleurs, même les mots qu'on utilise changent. Des experts comme le professeur Michaud proposent de laisser tomber l'expression « conduite à risque », qui est très négative, pour parler plutôt de comportement exploratoire. Et ça change tout. Ça permet de se rendre compte que dans la très grande majorité des cas, l'ado ne cherche pas du tout à s'autodétruire. C'est hyper adaptatif, au contraire. Il explore activement pour découvrir jusqu'où il peut aller, pour se construire et pour devenir indépendant. C'est une vraie phase d'apprentissage où on s'approprie le monde à travers de nouvelles expériences. Ce qui est fascinant, c'est de comprendre pourquoi ils s'investissent autant là-dedans. Quand un ado se met à fond dans un nouveau loisir avec ses potes ou qu'il explore l'intimité pour la première fois, il ne cherche pas le danger. En fait, il y trouve des bénéfices hyper forts, très personnels. Déjà, ça permet d'affirmer son identité. Ça aide aussi énormément à réguler ses émotions et à gérer le stress énorme lié à cette transition vers l'âge adulte. Et puis, bien sûr, il y a l'intégration dans le groupe. Explorer, c'est le meilleur moyen d'être reconnu par ses pairs et de ne pas se retrouver sur la touche. Au final, c'est comme ça qu'ils développent leurs compétences pour prendre des décisions. C'est vital pour eux. Et alors là, la neurobiologie nous donne des pistes incroyables. Le cerveau d'un ado, c'est littéralement un chantier en cours. Le système qui gère la récompense, la recherche de sensations et les émotions est mature bien avant le cortex préfrontal. Or, le cortex préfrontal, c'est ce qui sert à se contrôler et à réfléchir aux conséquences. Du coup, ce décalage crée une sensibilité extrême à la nouveauté et, vous l'aurez deviné, à la dopamine. En plus de ça, ils sont biologiquement programmés pour chercher l'approbation de leurs amis. Valider leur existence en dehors de la famille, c'est un besoin viscéral inscrit dans leur cerveau. Bon, avec tout ça en tête, comment on fait la part des choses sur le terrain ? Parce que oui, il faut quand même faire la différence entre une saine exploration et un vrai danger. L'idée, c'est de s'apaiser, mais de rester vigilant. La science nous aide en séparant très clairement ce qu'on appelle la phase d'essai, qui est tout à fait normale, du vrai signal de souffrance qui, lui, doit nous alerter. C'est cette petite nuance qui évite aux adultes de paniquer à chaque fois qu'une règle est transgressée, tout en repérant les jeunes qui ont réellement besoin d'aide. Prenons d'abord cette fameuse phase d'essai. C'est ce que le psychanalyste Erik Erikson appelait le moratoire identitaire. Concrètement, c'est de l'exploration occasionnelle et c'est presque toujours lié au groupe. On teste avec les copains. Ça peut être faire le mur une fois en cachette ou du jour au lendemain se teindre les cheveux en bleu. L'important, c'est que c'est réversible. L'ado bouscule les règles de la maison pour inventer les siennes. C'est super actif, tourné vers les autres, vers la vie. Ici, pas besoin de médicaliser. La réponse de l'adulte doit juste être éducative et ouverte. En revanche, il faut avoir l'œil pour les vrais signaux d'alerte. C'est là qu'on doit intervenir. Un comportement devient un signal de souffrance quand il s'installe dans la durée, souvent sur plusieurs mois. Là, l'ado ne cherche plus du tout à s'intégrer à un groupe. La pratique devient solitaire, isolée, presque mécanique. On appelle ça la diffusion identitaire. Ce n'est plus une exploration fun ou joyeuse, ça devient une sorte d'automédication. Le jeune cherche à anesthésier une douleur, à fuir un mal-être ou une anxiété qu'il n'arrive plus à gérer. Quand on observe cette répétition et se replie sur soi, là oui, un accompagnement médical et psy est absolument indispensable. Et pour bien comprendre l'intensité de ce qu'ils vivent, revenons à David Le Breton qui dit « Le corps est le champ de bataille de l'identité ». C'est une image puissante. À l'adolescence, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes est super fragile et leur corps change à une vitesse folle. Du coup, ce corps devient leur seul vrai repère tangible. Ça explique beaucoup de choses, la façon dont ils gèrent leur apparence, leurs besoins d'espace personnel, leurs premières relations. Ils utilisent leur corps pour ressentir leur existence de façon presque viscérale. Repousser des limites physiques, c'est un peu marquer son territoire au moment où tout fout le camp à l'intérieur. Sachant qu'ils ont fondamentalement besoin d'expérimenter pour grandir, notre rôle en tant qu'adulte change complètement.
Et franchement, c'est beaucoup plus valorisant. L'idée n'est plus de s'épuiser à vouloir éliminer le moindre risque ou d'être constamment sur leur dos comme un flic. De toute façon, un contrôle excessif, ça les pousse juste à prendre des risques en cachette. Le vrai but, c'est de passer du rôle de punisseur à celui de guide bienveillant. On va les accompagner vers l'autonomie en leur apprenant à évaluer eux-mêmes les risques qu'ils prennent. C'est une super occasion de créer un vrai lien de confiance mutuelle. D'accord, mais concrètement, comment on gère ce dialogue sans que ça finisse en claquement de porte? Il y a une méthode toute simple en 3 étapes. Étape 1, on commence par la bienveillance. On exprime son inquiétude, mais sans juger. Dire « je suis inquiet pour toi », ça ouvre la discussion, alors qu'un reproche, ça la ferme direct. Étape 2, on essaye de comprendre ce fameux bénéfice subjectif dont on parlait. Au lieu du classique « mais pourquoi t'as fait ça ?», on peut tenter un « qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait ça avec eux ?» ou « qu'est-ce qu'ils t'apportent ces nouveaux amis ?» Étape 3, une fois que l'ado se sent compris, on peut négocier et fixer ensemble des limites justifiées et saines. Et d'ailleurs, quand vient le moment de poser ces fameuses limites, il y a une phrase en or qu'on peut utiliser. On ne s'abîme pas et on n'abîme pas les autres. On se respecte et on respecte les autres. C'est ce qu'on appelle la solidarité d'adulte. C'est clair, c'est ferme, mais c'est incroyablement rassurant pour l'ado. On ne le rejette pas, lui. On recadre simplement l'action autour du respect de l'intégrité de chacun. L'ado a besoin, au fond de lui, de sentir que l'adulte en face est assez solide pour maintenir ce cadre. Paradoxalement, c'est cette interdiction bienveillante qui le sécurise le plus dans sa quête de repères. Et attention au piège inverse. Comme le rappelle souvent le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, un environnement où il ne se passe jamais rien, un milieu complètement surprotégé, ça crée un confinement affectif. Si on veut absolument tout contrôler et supprimer le moindre petit risque, on prive l'ado des obstacles dont il a besoin pour muscler sa résilience. Un jeune qui n'a jamais pu transgresser un peu ou affronter la moindre difficulté va se retrouver complètement démuni et hyper vulnérable une fois adulte. Le confinement étouffe l'apprentissage. Le risque zéro n'existe pas et franchement, il ne serait pas du tout souhaitable pour qu'il s'épanouisse. Donc, le vrai défi pour nous, les adultes, ce n'est surtout pas de les empêcher de prendre des risques. La vraie question, c'est comment on peut créer des environnements où ils se sentent suffisamment en sécurité pour prendre le risque d'être eux-mêmes. Comment on construit, à la maison, au lycée, dans le sport, des espaces où la confiance domine. Des lieux où ils ont le droit de se planter, de tester leurs talents, de découvrir leurs limites, tout en sachant qu'ils seront écoutés par des adultes solides. Parce que quand on offre ce cadre sécurisant, la prise de risque n'est plus du tout une menace. Ça devient la plus belle opportunité de grandir. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui pour créer cet espace de confiance autour d'eux ?